tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission du club BFM Crypto. On est là, évidemment. Mais je suis ravie de vous avoir, mesdames. C'est un plateau 100% féminin. C'est quand même important de noter, Nathalie Janson. C'est pas si souvent. C'est parmi les quelques fois. C'est pas souvent. Ça arrive. C'est pas souvent. Ça arrive. Mais là, on est 4 quand même. On est bien représentés en nombre. Pauline Normandé, journaliste BFM Business, est avec nous évidemment. Bonjour Pauline. Bonjour. Nathalie Janson, donc économiste et professeure à la Neoma Business School. Bonjour Nathalie. Bonjour. Élodie Luet, fondatrice de SkyWallet. Vous êtes là pour la première fois sur le plateau ? Oui. Bienvenue dans BFM Crypto. Élodie, on va parler de monnaie, on va parler d'attaque, on va du coup parler de sécurité, on va parler des entreprises, de Bitcoin, des cours. On a plein de sujets à aborder aujourd'hui. Vous continuez à nous poser vos questions crypto@bfmbusiness.fr. Vous savez, on vous répond tous les jeudis, vos questions les plus simples comme les plus intéressés, d'investisseurs avertis. Vous nous les posez, on y répond entre 15h et 15h30. BFM Crypto, le club, c'est parti. On commence par l'actu avec vous, Pauline Normandé. On a attendu d'être sûr, mais Ledger a à nouveau été victime d'une attaque, en tout cas un de ses partenaires. Effectivement, un de ses prestataires, donc Global E, a été victime d'un incident de sécurité, et ce qui a entraîné notamment la fuite de données de ses clients. Et en fait, concrètement, c'est certaines personnes qui ont acheté des portefeuilles Ledger en passant donc par ce prestataire qui sont donc victimes de cette fuite de données. Alors Ledger a communiqué en disant en confirmant déjà l'information, mais surtout en disant qu'il n'y a quand même pas eu de violation de la plateforme, du hardware ou du software de Ledger, donc en expliquant notamment que son prestataire n'avait pas accès au site phrase des utilisateurs et au solde. Donc voilà, l'idée pour Ledger, c'est déjà de rassurer malgré l'incident. C'est problématique, du coup, il y a quand même des points d'inquiétude. Alors effectivement, malgré cette communication assez rassurante de Ledger, ça reste problématique à certains égards. Déjà, le principe même d'avoir recours à des portefeuilles crypto dits froids comme Ledger, c'est quand même de pouvoir sécuriser ces crypto-monnaies, à l'inverse de les laisser sur une plateforme crypto, une bourse crypto qui, si elle fait faillite, on perd l'accès à ces cryptos. Donc, pour une plateforme, un portefeuille froid qui sécurise, être impliqué dans un incident comme ça, c'est problématique. Et puis, le deuxième fait, c'est qu'effectivement, ça fait quand même la deuxième fois que Ledger est victime de ce type de fuite de données. On avait eu un épisode en 2020, plus de 270 000 utilisateurs qui avaient eu leur volet, qui avaient été piratés sur Internet. Et en fait, c'est des gens qui sont toujours concernés aujourd'hui par des tentatives de hameçonnage. Ils reçoivent parfois des courriers où ils peuvent être victimes d'arnaques, justement du fait de cette fuite de données. Et c'est vrai qu'en 2025, on a vu que le secteur crypto était notamment la cible de nombreuses attaques. Donc, c'est pas très rassurant, tout de même, malgré la communication de Ledger. On en parlait hier de cette sécurité des sites, des plateformes, des wallets et de ce que ça allait impliquer. Moi, j'ai une question, c'est savoir si... j'ai l'impression que tous les acteurs du secteur, en ce moment, luttent. Je parlais l'autre jour avec Alexandre Stashchenko de la sécurité, de comment, quand on est sur une plateforme, on anticipe ce genre d'attaque. Nathalie Janson, est-ce que l'année 2026, ça va être ça va être l'année de la sécurité, ça va être le gros point sur lequel il va falloir porter une extrême attention dans la crypto? Alors, je pense que ce point est commun à tout le secteur en fait, de la finance, qu'il soit crypto ou pas, puisque les banques sont soumises à cette même pression. C'est aussi la rançon du succès. Donc, je dirais pour Ledger, on n'attaque pas on n'attaque pas quelqu'un qui n'a pas pignon sur rue. Donc, c'est comme. Et souvent, je fais le parallèle, c'est comme les banques à l'époque des développements du 19e et du 20e siècle. Effectivement, ceux qui ont pour profession d'avoir de mauvaises intentions, en fait, vont aller cibler ces entreprises qui, effectivement, ont de l'argent. Là, c'est en particularité, c'est surtout ont des données qui peuvent être vendues, qui ont une valeur. Donc, on entre effectivement dans cette ère où, en fait, on s'est déplacé aujourd'hui. Vous entendez plus de casse de banque. Alors, il y a eu casse de musée, mais pas plus de casse de banque. Tout ça, c'est terminé. Mais effectivement, maintenant, on voit qu'il y a un fort développement de l'attaque cyber parce que, effectivement, c'est là où on a de la valeur à revendre. Donc, c'est là où, en fait, il faut attaquer. Et malheureusement, je crois qu'il faut qu'ils se préparent de plus en plus. C'est-à-dire
C'est-à-dire que plus ils vont avoir du succès, plus on va les attaquer. Et il va falloir vraiment trouver les parades techniques. Oui. Parce que pour anticiper... Alors ça va aussi accélérer peut-être l'innovation. Oui. Voilà. De toute façon, on va être obligé, ça c'est certain. Élodie, dans un instant, vous allez nous parler de l'adoption des entreprises, du Bitcoin. Est-ce que ça, les failles de sécurité comme ça peut peut-être ralentir cette adoption d'après vous? Est-ce que ça va être vraiment un point de vigilance, justement? Effectivement, c'est un point de vigilance des entreprises. D'ailleurs, les premières questions des dirigeants, c'est de savoir comment mettre en place une gouvernance pour protéger les accès des cryptos. Et puis aussi, d'un point de vue, par exemple, le dirigeant ne doit pas être le seul à détenir tous les accès, parce que s'il lui arrive quelque chose, voilà, donc il y a la sécurité, mais il y a aussi vraiment une gouvernance en fait qui s'organise dès lors qu'une entreprise décide de mettre un pied dans la crypto. Il y aura une sécurité technique, on l'a dit, une sécurité de comportement, hein, parce aussi, que ça tient énormément au comportement, au phishing, et on a vu hier que effectivement les attaques étaient de plus en plus nombreuses. Autre sujet, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être, Pauline, sur ce sujet? Oui, en fait, effectivement, on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de sociétés de sécurité, notamment, qui indiquent avoir de plus en plus de clients du secteur crypto et qui demandent vraiment conseil sur des, que ce soit pour le quotidien ou même la sécurité en ligne. Mais on a vu que ça avait surtout émergé dans certains pays avec des clients plus fortunés aussi qui demandent à renforcer leur sécurité parce que forcément ils sont un peu plus ciblés et du coup ça peut aussi créer un décalage entre ceux qui ne sont pas forcément fortunés et qui ont aussi besoin d'assurer leur sécurité. Mais c'est un phénomène qui est aussi en progression. Oui, absolument, en progression et à surveiller. On y reviendra dans cette émission, bien sûr. Deuxième sujet avec vous, Pauline. On se souvient de la fin d'année agitée sur le marché crypto. Il va falloir surveiller plusieurs dates en 2026. Qu'est-ce qui va nous intéresser principalement dans le calendrier des prochaines semaines? Alors déjà, la semaine prochaine, les États-Unis vont publier leur indice des prix à la consommation. Ça sera le 13 janvier. Typiquement, c'est une publication économique qui est suivie de près parce qu'on observe globalement que typiquement, si une inflation est plus élevée que prévu, ça peut faire pression sur le marché des crypto-monnaies. Et puis après, autre événement évidemment beaucoup suivi par les acteurs financiers, notamment crypto, ça sera la Réserve fédérale qui devrait clarifier sa politique sur ses taux d'intérêt, notamment lors des réunions des 28 et 29 janvier prochains et du 18 mars. Et on le sait, le secteur crypto est de plus en plus sensible aux annonces de la Fed. Pour faire simple, si la Fed va baisser ses taux, il y a plus de liquidités qui sont injectées sur le marché et ça peut être favorable aux actifs risqués, comme les valeurs tech ou les cryptos, et inversement, si la Fed rehausse ses taux. Donc ça, c'est déjà les deux premières dates macro qui seront à suivre par le secteur. Oui, effectivement, on va les surveiller, on va en reparler dans un instant. Il y a aussi le régulateur américain qui a jusqu'au 26 mars prochain pour se prononcer sur le lancement de 91 ETF crypto, Pauline. Oui, c'est des ETF qui ont été lancés par de nombreux gestionnaires d'actifs, un peu dans le sillage des ETF Bitcoin Spot qui datent de janvier 2020 et des ETF Ether Spot qui datent plus de l'été 2020. Et là, il y a tout un tas d'autres altcoins. Ça va d'XRP à Solana à des altcoins un peu plus insolites, type Trump Coin et Melania Coin, mais qui ont quand même été proposés par des gros gestionnaires d'actifs comme Fidelity, Grayscale. Et selon évidemment plusieurs experts, si ces ETF viennent avoir le jour aussi, ça pourrait être évidemment favorable au marché. C'est l'avenir des altcoins qui va se jouer ici. On a déjà vu que ça baissait un peu en intérêt. Enfin, il y en a qui misent toujours là-dessus, mais c'est intéressant de voir comment va un petit peu évoluer, Nathalie Janson, ce secteur de la crypto. Est-ce qu'on va se concentrer davantage sur Bitcoin? Est-ce que les altcoins vont tendre à disparaître peut-être dans les années qui viennent? Enfin, c'est quand même des réflexions un peu philosophiques sur ce que c'est que la crypto aujourd'hui, qu'on va voir dans les mois qui viennent avec ces dates. Oui, tout à fait. De toute façon, toutes ces... On va dire ces tentatives d'avoir différents modèles dans la crypto, puisqu'effectivement, quand on est bitcoiner de la première heure, les autres, il y a Bitcoin et le reste. Oui. Et donc, les altcoins, ils ont toujours été jugés, il y a toujours un certain scepticisme pour quant à leur viabilité dans le long terme. Ouais. Et effectivement, le tri se fait en général quand il y a à l'aune des crises, c'est-à-dire que quand le secteur se resserre, effectivement, il y a ceux qui vont
vont disparaître assez vite. Ouais. Donc en fait, si leur proposition de valeur en fait ne tient pas, n'est pas remplie ou voilà ne débouche sur rien, en fait, ils seront vite éliminés. Bon, effectivement, il y en a beaucoup, c'est le problème. Mais selon effectivement les tendances qui vont se dessiner au niveau de la politique monétaire, bien évidemment, plus il y a de liquidité, plus n'importe quoi peut se développer. Moins il y a de liquidité et moins c'est le cas. C'est toute la finance qui est en train de changer en ce moment. On en parle tous les jours dans cette émission. Les entreprises, on va voir tout à l'heure, les États aussi ont du mal à savoir un peu quelle stratégie adopter face au Bitcoin, face au stablecoin, face aux autres alternatives. Justement, vous nous parlez aujourd'hui du Royaume-Uni et du choix du Royaume-Uni, Nathalie, sur ce qui va être fait dans les prochaines années concernant justement la monnaie. En fait, ils se posent les mêmes questions qu'en Europe, sauf que là, effectivement, ils sont plus sur déjà la première étape qui est le stablecoin, parce qu'on voit bien que même si l'Europe a décidé d'engager une nouvelle voie, voilà, l'Europe a clairement décidé qu'elle voulait avoir une monnaie numérique de banque centrale. L'Angleterre, je pense, est plus pragmatique, et donc a plus un 100% euro. Lui, en effet, comme c'est une représentation digitale d'une monnaie officielle, forcément, ça vient un petit peu chatouiller à la fois les banques et les banques centrales directement. Donc, ça fait plusieurs mois qu'ils sont sur le sujet, bien évidemment, mais là, il y a une vraie réflexion qui s'inscrit parce qu'ils voient bien le coin et de répondre par peut-être en laissant la liberté aux banques de pouvoir développer. Mais laisser les banques répondre, donc changer quand même, adapter la réglementation, parce que pour que vos banques puissent répondre, il faut aussi qu'elles aient le droit de pouvoir le faire. Donc en fait, c'est pareil, ça veut dire que les banques, elles ont une blockchain qui est sécurisée. Enfin, je veux dire, vous voyez bien ce qui arrive au secteur crypto, c'est pas facile d'avoir une blockchain qui est très sécurisée. Donc c'est pas évident c'est pas évident de le mettre en place, d'avoir un choix. Mais les projets sont là, c'est-à-dire qu'il y a plein de banques qui travaillent dessus, il n'y a pas de doute. C'est intéressant de voir les choix en fonction des pays, en fonction des établissements, sur l'avenir de cette finance. Les banques ont peur. Moi, je suis allée dans des conférences qui disaient en sous-main que les banques avaient peur d'y aller parce qu'il y a des enjeux de personnel, des enjeux de modernisation. De sécurité, c'est dantesque. Élodie, quel est votre avis sur cette question ? Moi, de mon point de vue, sur le point de vue des entreprises, en tout cas, elles font preuve de pragmatisme. Donc aujourd'hui, un chef d'entreprise qui doit faire des transactions à l'international, donc pour vendre ou acheter du matériel, la question, comme dirait l'autre, est vite répondue parce que on va faire preuve de pragmatisme, surtout au niveau des délais. Parce que là, on parle de transactions qui se font en quelques secondes versus plusieurs jours dans le système classique. Donc les entreprises n'hésitent pas. Donc je pense que on va dire cette mouvance va pousser aussi les banques à trouver une façon d'y aller de toute façon parce que les clients en face vont leur demander. Quand vous dites qu'elles n'hésitent pas, ça veut dire qu'elles prennent du stablecoin pour le moment? C'est ça la formule la plus intéressante et la plus peut-être mature ou en tout cas intéressante ou comment elles font? Aujourd'hui, en fait, les deux qui ressortent du lot, ce sont les stablecoins, vraiment loin devant, et ensuite Bitcoin. Ouais, on va y revenir sur ce que vous faites avec les entreprises. Je voulais juste mentionner l'interview ce matin d'Éric Lacourèche, le directeur général des moyens de paiement à la Banque de France. Il était l'invité de la matinale de BFM Business. Et on a quand même noté qu'il a essayé de défendre cet euro numérique qui est effectivement, comme vous disiez, le choix de l'Europe dans cette modernisation du système financier. Bon, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a quand même mis 9 minutes à essayer d'expliquer l'usage de l'euro numérique, alors qu'il a mis une phrase à réussir à expliquer les avantages du stablecoin. C'est intéressant parce que l'Europe est en pleine communication sur cet euro numérique. Elle essaye de faire comprendre aux gens. Et on a l'impression que plus ils utilisent d'arguments, alors peut-être qu'on est biaisé dans cette émission, mais plus ils utilisent d'arguments, plus ça devient compliqué à expliquer, Nathalie. Oui, c'était un exercice assez intéressant. Alors, on comprend l'actualité. C'est parce qu'en plus, le Conseil européen a dit qu'il était OK pour la phase de test qui est lancée. Donc, en fait, aujourd'hui, maintenant, il faut trouver le moyen de dire pourquoi c'est intéressant de le tester. Donc, en plus, il y a eu des études contradictoires. Pricewaterhouse, je crois que c'était le cabinet qui avait sorti une étude, disait que ça coûtait 18 milliards. La BCE a dit non, c'est 6. Quand même, les chiffres sont très, très différents. Oui.
Oui. Alors, et donc là, en effet, je pense qu'avec Trump, avec tout ce qui se passe, l'argument, parce que cet argument, vous ne l'entendiez pas il y a 2 ans, même 1 an, on entendait assez peu l'argument de la souveraineté. Alors il a fini par le dire en fin d'interview. Il a quand même dit en fin d'interview. Mais vous voyez bien qu'il a donné, en fait, les points. Il a dit gratuité, cours légal, inclusion, et il a fini par dire souveraineté. Mais il a quand même commencé par ça. Il a dit en France, quand la journaliste lui a posé des questions, oui, mais on a plein déjà d'autres solutions qui nous permettent de payer. Il a dit oui, mais c'est toutes des solutions en fait où nous ne maîtrisons pas les données, puisque si vous utilisez Visa, Mastercard, déjà vous êtes en train d'utiliser des réseaux qui ne sont pas les vôtres, donc Apple Pay, tous les paiements qu'on utilise. Donc c'est pour ça que là ils essayent de montrer qu'effectivement il y a un enjeu de données et que ces données. L'autre point où il a essayé, mais bon, c'est pas toujours très clair de dire, c'était très drôle, c'était alors les transactions seront quand même anonymes, mais sans être anonymes. Alors elles sont anonymes parce qu'on va on sait. Alors ça existe déjà, bah oui, on se doute puisque Monero ça existe donc à fond. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres projets, à mon avis, beaucoup plus simples qu'ils auraient pu exploiter, qui a été exploré en tout cas, qui est le fameux projet brésilien où là, clairement, alors bon, c'est pas une blockchain, hein, par contre. Oui. Des dépenses, la question lui a été posée de façon explicite, mais il a répondu autre chose. Il n'a pas répondu. Oui, c'est ça. Il va falloir clarifier effectivement ces arguments. Ils ont quelques années, parce qu'effectivement le calendrier c'est 2029 maintenant. Oui, mais là effectivement il déclenche la première phase, de test. Oui, exactement. Élodie Luet, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, fondatrice de SkyWallet. Déjà, en 2 mots, c'est quoi SkyWallet ? SkyWallet, c'est une entreprise qui accompagne les entreprises, les commerçants et les indépendants aussi dans la compréhension et l'utilisation de Bitcoin dans leurs diverses transactions. C'est intéressant de voir que les entreprises s'y mettent et c'est vrai qu'on parle souvent dans cette émission de ça. Il y a les Bitcoin Treasury Companies qui ont totalement misé sur, par exemple, le Bitcoin, mais il y a effectivement des entreprises qui, elles, choisissent de mettre de la crypto et du Bitcoin principalement dans leur trésorerie, une certaine part. C'est quoi ces entreprises ? C'est des grands groupes, c'est des ETI, c'est des TPE par exemple ? Alors il y a plusieurs points. Donc il y a effectivement le fait de mettre du Bitcoin en trésorerie, mais il y a aussi de l'accepter comme moyen de paiement et de l'utiliser dans sa vocation première qui était de faire des transactions. Donc les entreprises aujourd'hui explore toutes ces pistes. Donc, notamment, je vais prendre 2 exemples pour l'expliquer. Donc, une entreprise qui fait du e-commerce et qui vend en zone hors Union européenne, eh bien, les frais sur une gateway telle que Stripe, ça va tourner autour des 4%. Sur un réseau tel que Lightning, on est en dessous de 1%. Donc là, le choix, il est vite fait. Pour l'entreprise, c'est des économies de coûts. Et puis, elle a une clientèle qui est internationale par défaut parce que le Bitcoin, il est liquide partout dans le monde. Donc, il y a ce type d'entreprise. Ensuite, la question qui va venir après, c'est de se dire, est-ce que je vais conserver les Bitcoins reçus dans ma trésorerie ou je vais les convertir automatiquement en euros. Donc, à ce moment-là, elles peuvent constituer une réserve à partir des bitcoins qui sont reçus dans les transactions commerciales. Vous acculturez finalement les entreprises au bitcoin, au paiement en stablecoin, tout ça. Est-ce que toutes les entreprises finalement sont potentiellement candidates et je ne trouve pas le mot, mais en tout cas, est-ce que ça correspond, ce système, à toutes les entreprises ou il y a des erreurs à ne pas faire? Il faut faire attention à certaines choses quand même. Alors, pour moi, tous les secteurs d'activité peuvent l'utiliser. Par contre, les moyens techniques qui vont permettre d'encaisser vont être différents en fonction du panier moyen, du type de biens et services qui sont vendus. Typiquement, une entreprise qui échange des gros montants peut faire des échanges wallet à wallet. Donc, directement sur la blockchain, le client, il vient avec son portefeuille, il fait un transfert sur la blockchain. Et on va dire, dans ce cas-là, on va profiter vraiment de l'éthos de Bitcoin notamment, ou même des stablecoins, parce qu'on va avoir des échanges pair à pair. Par contre, pour faire les courses, par exemple, faire un échange wallet à wallet va pas être du tout adapté. Donc là, on va passer par d'autres solutions qui vont permettre de générer un QR code qui sera scanné. Et donc, on va être sur un paiement qui va se rapprocher de ce qu'on fait avec une carte bancaire. Donc, toutes les entreprises peuvent le mettre en place, mais par contre, la différence, ça va se faire sur l'implémentation
en fonction de ces biens et services vendus. Que vous disent vos clients quand justement ils s'y mettent? Quelles sont leurs principales inquiétudes pour entrer dans cet univers crypto? Alors, le premier point, il y a un gros manque d'informations. C'est que je discutais dernièrement avec un dirigeant d'entreprise qui pensait que c'était illégal même d'accepter les paiements en Bitcoin. Donc, la première étape, c'est vraiment d'être informé, d'être formé sur le sujet, de comprendre ce que c'est et de l'adapter à son propre business parce que, comme je disais, l'implémentation peut être différente, l'usage qu'on peut en faire peut différer aussi. Est-ce qu'il y a un intérêt à le garder ou pas? Est-ce que d'un point de vue fiscal, comptable, on est prêt à gérer en fait un tel actif dans les bilans de son entreprise? Donc, il y a tout un tas de questions qui arrivent après. Mais la première question, c'est est-ce que c'est légal de le faire? Incroyable. Incroyable. Ça veut dire que parce dans qu'on certains confond cours légal et illégal, en fait. Donc, on a l'impression que comme il n'a pas cours légal, c'est illégal. Non. Non, effectivement. On peut aujourd'hui s'en servir pour son entreprise. Pour terminer, il y avait un article il y a quelques jours qui disait que les entreprises qui avaient mis du Bitcoin dans leur trésorerie, notamment en fin d'année où le cours était très haut, commençaient à s'inquiéter maintenant parce que le cours avait énormément baissé en quelques semaines. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année? Il faut faire attention à où on se met au crypto ou c'est pas vraiment une inquiétude pour vous? Pour moi, c'est pas une question de période dans l'année, mais c'est une question d'allocation. Donc, une entreprise qui veut investir en Bitcoin pour valoriser un excédent de trésorerie, le premier réflexe, en fait, c'est de regarder l'allocation. Donc, si on a un certain montant, par exemple, je prends un exemple, 10 000 euros d'excédent à investir, on ne va pas investir les 10 000 euros tout de suite en Bitcoin. Donc, déjà, il faut le faire de façon fractionnée, donc en DCA, et puis choisir une allocation avec laquelle on est à l'aise. Et ce que moi, je constate sur le terrain, c'est que les chefs d'entreprise qui décident de mettre un peu de trésorerie en Bitcoin, c'est des gens qui sont passés par l'investissement personnel, donc ils connaissent déjà le marché des crypto-monnaies, qui sont habitués à la volatilité. Donc, ils connaissent bien les questions d'allocation. Ils savent qu'il ne faut pas vendre à n'importe quel moment. Et donc, voilà, ils connaissent les règles. Voilà, ils connaissent les règles du jeu. Il ne faut pas ces erreurs-là. Le temps passe trop vite avec vous, mesdames. Pauline Armandé, journaliste BFM Business. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. Élodie Luet, fondatrice de Sky Wallet. Vous serez d'ailleurs au sommet Bitcoin francophone. Tout à fait. C'est quand ? C'est du 20 au 21 février. Vous notez, il y aura plein d'événements sur cette journée. Ça rassemble l'Europe, l'Afrique, le Canada. Événements à noter dans votre agenda. Merci mesdames, je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une bonne journée sur BFM Business. BFM Business,